Ethic et Smart vous est présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart, numéro exceptionnel puisqu'il est entièrement consacré aux lauréats du prix de l'entreprise éthique, un prix inédit créé par Sopra Steria Next et Public Sénat et dont Bismart est partenaire. 3 catégories, la gouvernance, la relation client et l'innovation, et donc 3 lauréats que l'on va découvrir ensemble, Télécope, Reparseb et Mercialis. Je vais les recevoir dans un instant, mais d'abord on vous explique pourquoi, comment ce prix a été créé. Bonjour Fabrice Asvazadourian, bienvenue. Vous êtes directeur général du conseil groupe de Sopra Steria Next, donc à l'origine de ce prix de l'entreprise éthique. À vos côtés, Cécile Bassot, bonjour, bienvenue. Bonjour. La cofondatrice de WinEquity, vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angels et donc membre du jury de ce prix. Je vais commencer avec vous, Fabrice. Pourquoi Sopra Steria Next, qui est la marque de transformation digitale du groupe Sopra Steria, a voulu créer ce prix de l'entreprise éthique ? C'est une bonne question et c'est un sujet qui a donné lieu à quelques débats en interne. Mais finalement, quand on regarde notre métier c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation et dans leur résilience. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'éthique qui est la meilleure façon pour une entreprise de savoir choisir comment se transformer et de choisir comment et de réussir à être résilient même face à l'inconnu? Pour nous, c'est ça l'intérêt de l'importance de l'éthique pour les entreprises, qui est un sujet pas simple. Beaucoup pensent que l'éthique est personnelle et pas collective. Et notre conviction, c'est que l'éthique est très collective et que donc c'est important que les entreprises s'approprient pleinement cette thématique. L'éthique, on en parle dans cette émission Ethic et Smart depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est une valeur? Vous nous avez dit, c'est pas si simple. Est-ce que c'est une valeur qui prend quand même de plus en plus d'importance dans les entreprises? Ou est-ce que certaines se disent « Ouh, attention, c'est pas forcément pour nous » ? C'est pour ça qu'on a fait le prix de l'éthique. C'était pour finalement récompenser les précurseurs, ceux qui ont l'audace d'avoir pris ce sujet à plein. Et puis, c'était aussi d'essayer de convaincre les autres, les réticents, montrant des réalisations. L'éthique, le prix, c'est pas un label. Ce qu'on veut, c'est mettre en exergue des best practices, comme disent les consultants, donc une sorte de boîte à outils de comment l'éthique s'applique dans le monde de l'entreprise et pour du business, pas pour des activités marginales sur le côté, pour faire du business et pour aider le business à être plus successful. Alors, on peut peut-être expliquer un peu comment ça s'est passé. Il y a eu un certain nombre d'entreprises, plusieurs dizaines d'entreprises qui ont candidaté. Ensuite, vous avez sélectionné, vous avez travaillé les dossiers. Les équipes de Sopra Steria Next ont préparé, travaillé les dossiers. Alors, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'il y avait un jury totalement indépendant qui a fait le choix final. Oui. Nous, on a été dans la catalyse pour aider un maximum d'entreprises à répondre à cet appel à candidature et pour présélectionner une liste de, je crois qu'il y avait 13 entreprises sélectionnées qui ont donné lieu à une revue et des auditions par notre jury indépendant. Et c'est évident que le jury... À partir du moment où on est là sur un grand prix de l'éthique, c'est évident que le jury ne peut être qu'indépendant et donc il y avait effectivement personne de Sopra Steria Next pour influencer. Oui, évidemment. Mais il y a eu un travail de préparation parce qu'il fallait quand même entre guillemets, se préparer. Enfin, il fallait prendre possession de la démarche de ces entreprises avec une dimension quand même compliquée, Cécile Bassot, c'est que l'éthique, c'est difficile à mesurer. Je rappelle que vous étiez membre de ce jury qui était présidé par Emery Jacquilla, président de CAMIF et de la communauté des entreprises à mission. Comment mesurer l'éthique? Ça a dû être ça, votre premier défi? C'est sûr que ça n'a pas été simple, parce qu'en fait, en effet, on n'était pas là avec une grille à cocher des cases pour pouvoir mesurer les différents items qui nous ont été présentés. Donc en fait, on s'est attaché, et on a été très bien guidé par le président du jury, on s'est attaché d'abord en amont à la lecture des dossiers, et en effet, les dossiers ont été extrêmement bien préparés par les équipes de Sopra Steria pour nous donner
les éléments, mais on s'est attaché pendant les auditions en fait à essayer de comprendre la façon dont la sincérité des démarches qui ont été mises en œuvre était une réalité et la façon dont elle se diffusait dans l'ensemble de l'entreprise. Donc en fait, cette dimension d'audition et de questionnement des équipes a été très importante pour nous. Ouais. Je vais citer tous les membres du jury parce que c'est intéressant, vous parliez de cette indépendance, de voir un peu les univers et les qualités nombreuses des uns, des unes et des autres. Il y avait également Christine Ferralchul, qui est avocate, ancienne bâtonnière de Paris, ancienne présidente du Conseil national des barreaux. Il y avait Dominique Lamoureux, le président du Cercle éthique des affaires et du comité d'éthique de la SNCF. René Dosière, l'ancien député qui est aujourd'hui président de l'Observatoire de l'éthique publique. Il y avait Fanny Guinochet, consoeur, journaliste économique et sociale à France Info et à la Tribune. Donc, voilà, il y avait vraiment des personnalités et des univers différents. Qu'est-ce que vous avez privilégié là ? Une forme de cohérence et j'allais dire des actions menées. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement des principes, mais qu'on soit dans le concret. Voilà, c'était en fait... on a regardé l'alignement entre la promesse de la démarche et la sincérité de la mise en œuvre. Alors, vous voyez, c'est pas facile à faire, mais c'est aussi la richesse du jury qui a fait que les questions qu'on a pu poser et les univers différents desquels nous provenions, qui a fait qu'on s'est en fait assez réunis dans nos choix in fine. Il n'y a pas eu de grandes bagarres entre deux finalistes ? Il y a eu des questions, mais il n'y a pas eu de grandes bagarres. Non, assez naturellement, en fait, les trois finalistes, dans les trois prix, puisqu'il y avait trois prix, vous l'avez rappelé, la gouvernance, la relation client et l'innovation ressortait bien. Oui. Moi, j'ai l'impression que la diversité du jury a permis que tous les angles de vue soient respectés et regardés. Et puis après, les gagnants, les vainqueurs, ils ont gagné par le cœur. C'est ça qui a créé finalement des choix assez simples à la fin, quand on regarde et quand on demande au jury. Je ne sais pas s'il y a eu unanimité dans les trois prix, mais il y avait quand même des majorités très claires. Par le cœur, ça veut dire au moment où ils sont venus défendre leur dossier, c'est ça ? Plus que le dossier lui-même, quand vous l'avez lu ? Les deux ont été très importants. C'est vrai que cette dimension de la tête et du cœur, on va dire, associée, a fait partie de nos choix. C'est en effet d'arriver à nous assurer que ces démarches sont des démarches de sincérité dans l'entreprise, qu'elles sont collectives, portées par les hommes et les femmes, qu'elles sont en chemin, parce qu'on a bien vu que certaines démarches étaient en démarrage et d'autres beaucoup plus matures. Oui, puis il y avait des tailles d'entreprises différentes. On va le voir juste après, parce que je vais recevoir les lauréats, les lauréates. Des tailles d'entreprises, des entreprises très matures, très anciennes, d'autres beaucoup plus jeunes, des start-up. Donc c'est pas ça qui nous a guidés, c'est vraiment la démarche, la sincérité, l'authenticité, et puis le fait de pouvoir essaimer. Et tout ça sans s'opposer à la démarche et à la dimension économique de l'entreprise. Donc l'éthique n'est pas un anti-économique, mais bien intégré à la démarche économique de l'entreprise. Oui, ça peut même être un facteur, un booster d'efficacité. Fabrice Azavadourian, lors de la remise des prix, on était ensemble, c'était lundi de cette semaine. On a évidemment, puisqu'il y avait Imri Jacqui à parler du mouvement des entreprises à mission. Comment vous recevez ce mouvement des entreprises à mission ? Et puis alors là, c'est votre retour d'expérience de Sopra Steria Next. C'est la loi Pacte, on voit beaucoup d'entreprises qui définissent d'abord leur raison d'être, qui deviennent entreprises à mission. C'est une demande de plus en plus importante à laquelle vous faites face, que vous accompagnez. Comment ça se passe ? Alors, c'est effectivement une thématique qui maintenant est devenue mainstream pour l'ensemble des entreprises. Ce n'est pas quelque chose qui repose que sur des convaincus de la première vague. La loi Pacte, quelque part, l'a ancrée dans les obligations des entreprises. Et toute la difficulté dans des entreprises qui sont très grandes, c'est d'arriver à déployer, à embarquer ces dizaines ou centaines de milliers de collaborateurs, à assurer que sur différents métiers, on décline en respectant les spécificités de chaque... Dans les pays, il y a des cultures. Des cultures, des réglementations différentes. Donc tout ça est effectivement une grande demande de la part de nos clients pour comment est-ce qu'on arrive à impulser
que ça devienne un élément central dans la façon dont l'entreprise va se développer et veut se développer, et qui soit compatible avec les obligations de performance. Une entreprise, elle est performante parce que ça lui permet d'investir, qui lui permet de continuer à se développer. La performance est un moyen, pas une finalité absolue. Et ça vient... et pour moi, c'est une façon très intéressante d'enrichir la façon dont une entreprise se pense et se projette. Oui. Et donc, pour en revenir, parce que c'est pas le prix des entreprises à mission, que les choses soient claires, c'est le prix de l'éthique. Mais vous l'avez un peu évoqué, mais je veux bien vous entendre un peu plus en profondeur là-dessus, sur le fait de définir une éthique dans une entreprise. C'est une boussole, ça peut, notamment quand on est un grand groupe, ça peut aider des collaborateurs. D'un seul coup, il y a quelque chose qui leur est proposé qui ne rentre pas dans toutes les cases. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait d'avoir défini une éthique, ça aide. Ça peut aider en tout cas. Très clairement, parce que ce qu'on voit depuis maintenant quelques années, nombreuses années même, un mouvement très anglo-saxon de normalisation, de définition de process, où l'entreprise, elle essaye au maximum de codifier pour se protéger. Oui. Là, on est plus dans la compliance ou dans la conformité. Etc. Oui. Et on voit bien que ça, c'est bien quand on sait face à quoi on doit se protéger. Or, aujourd'hui, parce que la technologie, parce que la science, parce que les mouvements géostratégiques, et parce qu'aussi les attentes des collaborateurs, des clients évoluent très vite, il y a des zones d'inconnu, des zones de volatilité qui sont de plus en plus nombreuses. Et tout ne peut pas être codifié. Quelque part, on codifie les choses qui sont un peu déjà industrialisées, déjà fortement industrialisées. Et il n'empêche que l'entreprise, elle doit savoir aussi, et l'ensemble des collaborateurs doivent savoir aussi faire face à ces zones de plus grand flou. Voilà. L'éthique, elle est là pour ça. Elle est pour donner cette boussole, pour pouvoir travailler face à des situations qui ne sont pas clairement encore aujourd'hui définies, sans que l'entreprise se protège en disant ça, on ne regarde pas. Parce qu'on ne peut pas ne pas regarder. Merci beaucoup, d'où l'importance de ce prix de l'entreprise éthique qui, on l'espère, va donner des idées à beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et à ce prix de l'entreprise éthique. Alors on va commencer, on va accueillir les lauréats et les lauréates. Comme promis, on va commencer par la catégorie gouvernance avec Télécop. On parle de téléphonie mobile. Le prix de l'entreprise éthique catégorie gouvernance est donc décerné à Télécop. Bonjour Arthur Ragnaud. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous, vous êtes responsable communication chez Télécop. Bravo, un bravo collectif, parce que justement, c'est le cas de le dire, on est dans le modèle coopératif. En quoi ce modèle coopératif est, d'abord il faut le décrire, expliquer ce que c'est, et puis en quoi il est novateur dans ces métiers de la téléphonie? Déjà, bonjour et merci pour cette invitation. Nous, chez Télécop, on est le premier opérateur en fait télécom coopératif, comme vous venez de le dire, à vocation en fait écologique et solidaire. Du coup, on va prendre en fait toutes les questions environnementales et sociales dans nos activités. Aujourd'hui, on propose on essaye en fait notre objectif, c'est de permettre aux consommateurs et à chaque citoyen de reprendre en main ses usages. Sa consommation. C'est savoir exactement combien on consomme, c'est ça? Exactement, en fait, et notamment à travers nos offres, par exemple. Donc, en fait, ça va permettre de se poser des questions sur combien de données mobiles on consomme, parce qu'en ce moment, il y a une personne sur deux, on va dire, qui vient chez nous, qui ne sait pas combien elle consomme exactement. Moi, j'en fais partie, je ne saurais pas vous dire combien je consomme avec mon forfait illimité, parce que c'est un peu l'anti-forfait illimité que vous proposez. Mais c'est ça, en fait, nous, on veut vraiment accompagner chaque citoyen vers la sobriété en lui permettant de se poser les bonnes questions, en fait, à propos de ses usages numériques et qui reprennent en main ses usages numériques et qui se posent vraiment la question de la place du numérique, en fait, dans sa consommation et dans sa vie en tant que consommateur, mais aussi en tant que citoyen. Alors, je reviens au modèle coopératif. Comment ça marche, en quelque sorte? Puisque c'est ce prix que vous avez obtenu, c'est le prix de la gouvernance. Exactement. Donc, en fait... nous sommes une coopérative, donc ça veut dire quoi exactement? Nous, aujourd'hui, Télécop appartient à ses sociétaires. On a exactement 1000 sociétaires, un peu plus de 1000 sociétaires. Donc on va en fait recueillir leur avis, leur opinion à travers des sondages, des réunions aux assemblées générales pour qu'ils puissent construire avec nous, co-construire nos offres
et qu'on puisse aussi construire un opérateur qui ressemble en fait à chacun. Oui, mais donc ça veut dire un sociétaire, une voix, hein, c'est ça le principe du modèle coopératif. Exactement, chaque sociétaire va voter sur le principe démocratique en fait d'une personne égale à une voix, non pas sur son capital financier, mais grâce uniquement à sa simple présence en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi, je dis n'importe quoi, 10 € va avoir le même poids, la même voix que quelqu'un qui a investi 20 000 € dans l'entreprise, c'est ça ? Exactement, vous avez bien résumé, c'est tout à fait ça. On donne la parole à tout le monde et c'est comme ça qu'on pense avancer au mieux en tout cas et coller aux exigences de chacun. Est-ce que prendre des décisions à 1000 finalement, c'est plus compliqué ou au contraire c'est plus enrichissant ? Alors, comment ça se passe une assemblée générale en quelque sorte ? Oui, non, on peut croire effectivement que c'est un peu compliqué, mais finalement c'est assez simple parce que chacun donne son avis, sa voix en fait, et finalement on reste à l'écoute, on est dans le débat quelque part, dans le partage aussi, et c'est très enrichissant. Et c'est comme ça qu'on avance au quotidien et c'est très intéressant. Il y a cette dimension évidemment de gouvernance, vous nous l'avez dit, il y a la dimension environnementale, solidaire. Je reviens sur la dimension environnementale. Donc il y a ce que nous on consomme au plus juste, puis il y a aussi les infrastructures. C'est-à-dire comment ça fonctionne, parce qu'une entreprise de téléphonie mobile, elle peut avoir des infrastructures très lourdes. Comment vous avez trouvé une solution sur cet aspect ? Sur l'aspect des infrastructures, en fait, nous, on est un opérateur virtuel. Du coup, dans le jargon, c'est un MVNO. On n'a pas nos propres infrastructures. Vous vous appuyez sur les infrastructures d'un autre opérateur, c'est ça ? Exactement, on s'appuie sur des infrastructures déjà existantes. Donc, on bénéficie aujourd'hui du premier réseau 4G en France, grâce à ça notamment. C'est Orange, on peut les citer. On peut le citer, effectivement. Donc, voilà, nos abonnés, nos clients bénéficient d'une très bonne couverture réseau en France. Oui, et donc vous n'avez pas eu besoin de construire de nouvelles infrastructures puisque vous utilisez les infrastructures existantes. On est dans le modèle d'une sobriété environnementale et écologique. Merci beaucoup, merci Arthur Ragnaud et encore félicitations pour ce prix de la gouvernance éthique pour Télécope. Allez, on découvre maintenant le prix de l'entreprise éthique catégorie relations clients. Vous allez voir, c'est circulaire et inclusif. Pour ce prix de l'éthique dans la relation client décerné à Réparseb, j'accueille Juliette Sicot-Crevet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et bravo, félicitations. Vous êtes la directrice du développement durable du groupe SEB. Et donc, c'est cet atelier magasin Réparseb qui est à Paris, qui est porte de la Chapelle, qui porte cette belle initiative. Je disais, c'est à la fois circulaire et inclusif. Pourquoi ? Expliquez-nous. Alors, effectivement, Réparseb a pour but de donner une double seconde vie. Dans un premier temps, une seconde vie à des personnes très éloignées de l'emploi par la formation en réparation pour qu'ils puissent se réinsérer. C'est le côté social et solidaire. Et de l'autre côté, une seconde vie aux produits du groupe SEB en les réparant pour qu'ils puissent aller dans une seconde main. C'est le côté économie circulaire. Alors, c'est un travail à trois. Il faut nous l'expliquer ça aussi. Il y a le groupe Ares, évidemment SEB, et la mairie de Paris. Quel est le rôle du groupe Ares ? C'est effectivement la force de Réparseb d'être issu d'un partenariat entre l'industriel SEB que nous représentons et le groupe Ares de l'autre côté, qui est spécialisé dans la réinsertion. Donc nous avons des compétences complémentaires et nous avons eu le soutien de la ville de Paris, aussi très engagée pour donner à ses citoyens accès à la réparation. Et c'est grâce à la ville de Paris que nous avons pu trouver l'atelier Réparseb, porte de la Chapelle. Il a été difficile à monter ce projet, il a été retardé à cause de la crise Covid. Quel bilan vous faites après les premiers mois de fonctionnement ? Alors effectivement, c'est un projet qui a mis du temps à se monter et que la crise sanitaire a retardé. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il est ouvert. Nous sommes montés petit à petit en régime. Et aujourd'hui, nous sommes sur une très très bonne trajectoire d'accélération. Nous avons une vingtaine de personnes. Nous sommes en train d'ouvrir une 3e équipe. Nous allons monter à 25 personnes pour une capacité totale de 30 bénéficiaires. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment en fait. On est ravis de recevoir ce prix parce que les bénéficiaires, les tout premiers, sont formés et ils commencent à sortir en emploi. Donc c'est une vraie belle étape. Et nous lançons aussi notre site réparseb.fr
pour que l'ensemble des personnes qui ont envie de connaître le site et les produits de seconde main puissent y aller les voir. Mais ça veut dire que potentiellement, cette expérience qui pour l'instant, je le disais, est dans ce magasin atelier de la Porte de la Chapelle, c'est duplicable, quoi. Derrière ça, c'est peut-être un peu trop tôt pour s'engager, mais derrière ça, il y a l'idée de le développer un peu partout en France. Effectivement, l'idée, c'est de faire un modèle qui soit viable au niveau de l'économie circulaire, au niveau aussi social, tout en étant économiquement viable. Nous allons atteindre cette viabilité économique, nous espérons, l'année prochaine. Et une fois que nous avons complètement validé l'ensemble du modèle, nous aurons à cœur de pouvoir le dupliquer, puisque les besoins en accès à des produits de seconde main et des produits réparés est valable à Paris, mais aussi partout en France. On parlait dans la première partie sur les choix du jury, pourquoi ce prix a été créé, les choix du jury, sur le fait qu'il fallait que l'éthique soit aussi un booster d'efficacité, de business. C'est vrai que pour un groupe comme SEB, c'est aussi un moyen de fidéliser des clients, une initiative comme Réparseb. L'initiative Réparseb, elle est très nouvelle dans sa conception de 3 partenaires, de vouloir vraiment créer un nouveau modèle, mais en même temps, elle est complètement dans la prolongation des valeurs et des engagements du groupe SEB. Depuis longtemps, en fait, le groupe SEB s'est engagé dans la non-obsolescence programmée, puisque la réparabilité est quelque chose qui nous anime depuis les années 2000. C'est garanti combien d'années maintenant ? Alors, nous sommes passés par 10 années garanties, et aujourd'hui, on garantit 15 années de réparabilité. Okay. Ce qui veut dire qu'on produit les pièces pendant 15 ans et qu'on s'engage aussi à avoir un réseau de réparateurs pour les réparer. Ouais. De l'autre côté, vous parliez d'éthique. Nous avons un code éthique donc, qui est fait en 18 volets, que nous avons traduit dans les 11 langues principales du groupe. Donc, vous parliez de comment on peut encadrer le code éthique. Eh bien, nous l'avons fait. C'est une éthique qu'on demande à titre individuel dans un premier temps. Et du coup, tous les collaborateurs du groupe, aujourd'hui, ont été formés à cela. Et tout nouveau collaborateur devra, dans un premier temps, faire en sorte de passer cette formation. Donc c'est dans les 3 premiers mois après son arrivée, il faut qu'il soit formé à ce code de l'éthique. Exactement. Ouais. Et du coup, ça donne une éthique personnelle qui après devient une éthique collective. Et c'est complètement en fait en ligne avec les valeurs historiques de notre société. Nous sommes une société familiale. Nous avons aussi un fonds de dotation. Depuis 15 ans, nous soutenons des projets qui luttent contre l'exclusion. Donc aujourd'hui, Réparseb, c'est la prolongation logique et cohérente avec ce que nous sommes. Merci beaucoup Juliette Sicot-Crevet. Bravo encore pour votre prix. À bientôt sur Bismart. On termine ce numéro d'Éthique Smart avec le prix de l'innovation des centres commerciaux à l'honneur. Le prix de l'entreprise éthique, catégorie innovation pour l'entreprise Mercialis. Bonjour Elisabeth Blaise, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de Mercialis. Vous y êtes notamment en charge de la RSE. Donc c'est pour l'opération J'ouvre mon commerce que vous avez reçu ce prix, partenariat avec Initiative France, qui est le premier réseau associatif de soutien et de financement des entrepreneurs. C'est quoi votre objectif? C'est de dynamiser ces lieux, ces territoires dans lesquels vous êtes implantés? Alors, avant tout, notre objectif principal, c'est que les centres commerciaux qu'on opère répondent aux besoins des habitants des collectivités dans lesquelles on est implanté. Donc, il faut que le mix marchand soit adapté aux besoins, aux revenus de notre zone de chalandise. Donc l'objectif de ce partenariat, ça vise à réimplanter du commerce de proximité dans ces territoires, de démystifier aussi le centre commercial qui est jugé comme n'étant pas à la portée des entrepreneurs. Oui, on a l'impression que c'est que pour les grands groupes. Exactement, ce n'est pas du tout le cas, ouais. et on le prouve. Et aussi continuer à montrer la pertinence de l'immobilier commercial physique, du magasin physique au niveau social, sociétal, environnemental, dans une époque où on a l'impression que c'est le tout numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, je crois que c'est une 50aine de centres commerciaux, c'est ça? Vous êtes implanté dans des villes plutôt moyennes? Absolument. On est basé sur des villes moyennes depuis la création de l'entreprise. Donc pour une entreprise cotée, on a montré que l'immobilier commercial, le magasin physique, il marche aussi bien au Puy-en-Velay, à Quimper, à Nîmes, à Mandelieu.
dans un secteur où beaucoup de sociétés cotées insistent sur Paris, Madrid, Londres, des grandes capitales. Non, l'immobilier, ça fonctionne aussi dans des villes moyennes. C'est quoi le point commun des entrepreneurs, entrepreneuses, commerçants le plus souvent que vous accompagnez? Leur point commun avant tout, c'est que c'est des gens qui ont la bonne idée au bon endroit. Et ils ont également comme point commun, souvent le fait qu'au moment où ils présentent le projet, c'est des gens qui ne sont pas dans un emploi. 50% n'en sont pas en situation d'emploi. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément le réseau professionnel, l'apport financier initial pour monter leur magasin, des compétences très spécifiques pour, auprès d'une banque, monter un plan d'affaires. Donc c'est aussi là-dessus qu'on va les aider. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils passent un peu sous les radars des banques? C'est-à-dire que le premier rendez-vous avec une banque, ils ne cochent pas suffisamment de cases et la banque leur dit non. Et le fait d'entrer dans ce processus J'ouvre mon commerce avec Initiative France, qu'est-ce que ça déclenche en fait? Ça déclenche effectivement la structuration du projet avec Initiative France qui va amener au financement. Ensuite, vous avez tout un process où on est dans le groupe de sélection de ces projets pour l'attribution des financements, le montage des projets. Et ensuite, nous, Mercialis, on va leur apporter notre savoir-faire opérationnel et commercial. C'est des gens qui ont une bonne idée, mais qui n'ont pas forcément encore toute la compétence commerciale. Et c'est nos directrices ou nos directeurs de centre, qui sont sur le terrain toute la journée, dans les centres commerciaux, qui vont les aider à mettre en valeur leurs produits. C'est quoi? C'est du coaching, du mentorat en quelque sorte? Oui, en quelque sorte, pour leur montrer comment organiser leur magasin, comment participer aux animations du centre commercial, comment comprendre aussi un loyer, à quelle charge ils vont faire face, utiliser tous les moyens qu'on met à la disposition de tous les commerçants, le programme de fidélité, le marketing physique, le marketing digital. Tout ça, c'est la plateforme de lancement pour qu'ils confrontent leur idée à un vrai client. Si ça fonctionne, ils pourront voler de leurs propres ailes. Mais ça veut dire qu'ils ont, pardon de vous interrompre, ils ont aussi des loyers un peu plus intéressants. Il y a cet engagement de Mercialis, c'est ça? Il y a plusieurs façons de le structurer en fonction des situations. À Brive, par exemple, on a mis gracieusement à disposition ou avec des loyers extrêmement adaptés. Dans d'autres situations, on va vraiment faire un effort au niveau de l'entreprise de mettre à disposition dans des centres qui fonctionnent très bien des lots, des magasins pour leur permettre encore une fois d'accéder à cette rampe de lancement et ensuite d'implanter comme n'importe quel commerçant. C'est, je crois, déjà plus de 2500 projets accompagnés. Ça représente quoi en termes d'emplois créés ou sauvegardés? Oui, c'est 2500 entreprises auxquelles cette initiative va répondre. Il y a à peu près 1300 entreprises de commerce. Oui. Il y a autour de 9400 emplois qui ont été créés ou préservés grâce à tout ce réseau avec Initiative France. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire que 5 ans après la mise en place de ces projets, 90% sont encore en vie. Ouais. Et puis alors, je voudrais qu'on termine, il nous reste une grosse minute, sur les services d'intérêt général, parce qu'il y a aussi cette dimension-là dans cet engagement de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Quel service vous réintroduisez dans ces lieux? Alors, encore une fois, un centre commercial, il n'est jamais standardisé. Ouais. Donc, on va s'adapter à de quoi les gens ont besoin. Et il peut y avoir des manques au niveau des services, au niveau des infrastructures. Au moment de la crise sanitaire, quand les commerces ont dû fermer, 40% de notre base locative a eu l'autorisation de rester ouvert. Donc, ça vous illustre un peu l'aspect essentiel de cette offre. Mais au-delà de ça, on a ouvert une crèche, on développe des pôles santé, on développe des espaces de cowork. Les salariés, on souhaite télétravailler, mais ils peuvent se sentir isolés. Ces initiatives-là, ça leur permet de recréer, d'avoir accès à du lien social. Et le commerce, avant tout, c'est un acte profondément social. Une lutte contre la désertification aussi, d'une certaine façon. D'une certaine façon, mais encore une fois, ces villes moyennes, elles sont puissantes, elles sont attractives. Nous, on y croit et on y croyait avant même que leurs atouts soient remis en lumière par la crise sanitaire et où elles ont attiré une nouvelle population. Merci beaucoup Elisabeth Blaise et bon vent à cette opération J'ouvre mon commerce. Merci à toutes et à tous. Encore un grand bravo aux lauréates, aux lauréats et aux organisateurs de ce premier prix de l'entreprise éthique, le premier d'une longue série, on l'espère. À très vite sur Bismart. Éthique et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.